Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Effectivement, dans mes travaux de recherche, la colonisation comme la période de la traite des esclaves, mais aussi le thème de l'esclavage m'ont intéressé au plus haut point. Peut-être parce que je suis issu de l'école de Dakar, où ces questions ont occupé une part importante de l'historiographie et que j'ai commencé d'abord par interroger cette historiographie dans son ensemble. Pour découvrir effectivement que c'est des moments, c'est des tournants extrêmement importants dans l'histoire de l'Afrique, encore que l'histoire de l'Afrique ne se réduise pas à ces thématiques. L'histoire de l'Afrique est plus longue que cela, puisque l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Et donc, bien sûr, l'esclavage comme forme de mise au travail des humains est une vieille affaire qui remonte à très loin, mais malheureusement qu'on confond souvent avec les traites esclavagistes, et particulièrement avec la traite transatlantique, qui n'est qu'une traite parmi tant d'autres, la traite transsaharienne qui lui est antérieure et qui a duré plus longuement, mais la traite sur l'océan Indien, mais même les traites internes à l'Afrique, puisque bien sûr, toute mise en esclavage suppose déjà une traite, puisque personne ne peut être réduit en esclavage dans sa propre société. C'est quasiment impossible. Oui, ces thèmes, nous les avons abordés, puisque à l'issue de la traite atlantique des esclaves, lorsque ça a été aboli, on a mis une phase de transition où l'Afrique a été mise quasiment sous ajustement structurel, c'est-à-dire de devoir passer de l'économie qui est articulée en tout cas à l'Atlantique et où la forme dominante reste la traite des captifs, on va progressivement basculer vers la colonisation directe et la formation d'empires coloniaux au niveau du continent, par les puissances européennes qui avaient animé principalement, qui ont été les initiatrices et les animatrices de la traite atlantique. Alors là, il faut lever une confusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui consiste à confondre l'esclavage et la traite des esclaves. L'esclavage étant un système socio-économique qui est universel, quasiment toutes les sociétés humaines l'ont connu, le travail libre étant une forme de mise au travail qui est très récente et qui n'a pas occupé le plus gros du temps historique de l'humanité. Cette forme de mise au travail est connue, je le disais, dans tous les continents. Et particulièrement, on le voit, le terme même d'esclave renvoie à un peuple, les Slaves. C'est l'expression qui est utilisée dans toutes les langues européennes quasiment pour désigner l'esclave, pour désigner celui qui est assujetti, qui a été privé de sa liberté, pour ainsi dire déshumanisé,
dépersonnalisé, désocialisé, pour reprendre les mots de Claude Meyassou, l'anthropologue. Et cela a pris des formes diverses, mais ce qui est un élément structurant, c'est sa violence, qui arrache l'individu à sa société, l'extériorise à cette société, lui redonne une nouvelle personnalité, lui reconstruit une nouvelle mémoire pour le constituer en esclave. Et je crois que c'est le terme anglo-saxon, le terme anglais qui est le plus pertinent, parce que c'est un long processus pour aboutir au statut d'esclave, ou à la condition d'esclave. Et ce processus n'est pas exprimé par le terme français qui est statique, esclave. Par contre, enslaved renvoie plus à ce processus. Et donc ça, c'est connu de toutes les sociétés humaines. Et même si la traite atlantique n'existe plus, il continue d'exister des formes de traite humaine, mais surtout des formes d'esclavage dans nos sociétés contemporaines. Même si c'est d'une façon ou d'une autre camouflé par le discours idéologique des maîtres, ce qui est également un processus qu'on trouve dans les temps anciens, à Rome, à Athènes, en Grèce, en Afrique, en Asie. Partout, ces sociétés ont connu l'esclavage, et donc la traite atlantique est extrêmement importante dans l'histoire de l'Afrique, mais pas seulement de l'Afrique, mais plutôt de toutes les sociétés qui ont été connectées par l'Atlantique sur cette période qui va du 15e au 19e siècle. Et un des faits marquants qu'il partage certes avec les autres formes de traite et de mise en esclavage, c'est la racialisation du rapport entre dominant et dominé, ce qu'on ne trouve pas dans toutes les formes d'esclavage. Par exemple, quand un noir met un autre noir en esclavage, il ne lui est pas possible d'utiliser la couleur de la peau comme facteur discriminant pour fonder l'hégémonie, pour fonder l'idéologie de la domination. On utilise d'autres facteurs, mais ce qu'ils ont en commun, c'est le recours à la nature, à un facteur naturel qui reste constant, ou à un facteur de sacralisation. Le mode de la domination esclavagiste tente toujours d'expulser la relation de l'histoire pour l'inscrire dans la nature. Vous êtes esclave parce que vous êtes noir, c'est de l'idéologie. Donc même si tous les esclaves dans l'Atlantique sont des noirs, tous les noirs ne sont pas des esclaves en Atlantique. Mais ça, c'est le processus de production idéologique de la domination qui tente de racialiser la relation. Maintenant, dans une relation entre populations de même origine ethnique, par exemple, quand un Africain subsaharien met en esclavage un autre subsaharien, il va utiliser un autre facteur naturel, c'est le sang. Il va faire croire à l'esclave qu'il a un sang servile pour pouvoir le distinguer de celui qui est franc, de celui qui n'est pas esclave. Mais là, ce sont des outils de la domination. Ce sont les outils qui fabriquent l'hégémonie, qui fabriquent l'idéologie de la domination, et pas la domination elle-même. Et il faut dépouiller cette idéologie pour pouvoir atteindre la domination et retrouver son sens historique. Et c'est ce sens historique qui permet de fonder les luttes pour sortir de l'esclavage. Mais tant que le dominé reste dans le mode naturel, il est en train de reproduire le discours du maître, qui est le fabricant même de cette naturalisation. L'Afrique, c'est un continent.
composé de plusieurs sociétés, de plusieurs pays, de plusieurs nationalités. C'est d'une extrême diversité. On a tendance à avoir une approche réductionniste et à considérer globalement le continent comme ayant une histoire. Des processus historiques multiples et variés s'y déroulent, avec des formes d'organisation sociale, politique qui sont en cours d'étude, loin d'être épuisées. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une histoire de l'Afrique, c'est commode, mais il faut reprendre la pluralité des processus historiques, leur diversité tout naturellement, comme dans tous les autres continents du monde. En tant que ce sont des processus historiques spécifiques, nécessairement la spécificité de l'histoire de l'Afrique, l'histoire en tant que processus de transformation des sociétés, parce qu'à ne pas confondre avec l'histoire discipline. Là, je parle de l'histoire en tant que processus de développement des sociétés. Chaque société est sous ce rapport spécifique. Et en la matière, l'Afrique n'a rien de particulier. Le seul problème, c'est qu'il faut les étudier. Et en les étudiant, là, il peut y avoir également des spécificités. Rendant compte du contexte dans lequel les historiens écrivent. Les historiens qui écrivent au XVIe siècle ne sont pas ceux qui écrivent au XIXe siècle. Entre-temps, plusieurs expériences de transformation à la fois de la discipline, des sociétés, des autres connaissances connexes qui permettent d'écrire l'histoire se modifient. Je crois que c'est Lucien Febvre qui a dit que l'histoire est fille de son temps. C'est sous ce rapport qu'on peut dire qu'il y a une écriture spécifique en Afrique. Si je prends l'exemple de l'histoire qui s'écrit dans les universités, pour être plus précis, on peut dire que l'Afrique y entre pratiquement dans un contexte assez particulier qui est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour ce qui est, en tout cas, ce que je connais le mieux, qui est l'historiographie de l'Afrique de l'Ouest, francophone. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on est dans un contexte de montée en puissance des mouvements de contestation de l'ordre colonial. Avec la création de partis, de mouvements de jeunesse, de femmes, de syndicalistes, de travailleurs, qui contestent l'oppression coloniale, la domination économique, idéologique, culturelle. Tout cela est contesté sous des formes multiples et variées. De mouvements qui réclament l'indépendance à des mouvements qui demandent la réforme du système colonial ou une meilleure assimilation ou des formes d'association. En tout cas, il y a plusieurs expressions de plusieurs acteurs qui chacun, à partir de ses positions, de sa culture, de la perception qu'il a de ses intérêts, participent à une remise en cause de l'ordre colonial. Les combattants qui sont revenus de la guerre posent de nouvelles questions. La restructuration de l'ordre économique, on sort de l'économie de guerre à une économie où l'État est beaucoup plus interventionniste, le côté les demandes de transformation sociale. C'est dans ce contexte que les Africains participent à l'écriture de l'histoire et ce contexte va influer sur la façon dont s'écrit l'histoire. À la fois une histoire peut-être valorisant une approche élitiste, comparable à l'histoire de l'Europe, point par point, puisque l'Europe avait fondé sa domination sur un déni de l'historicité des sociétés africaines. Les premières générations qui vont s'intéresser à l'écriture de l'histoire vont se battre pour la réaffirmation de l'historicité des sociétés africaines, d'une écriture de cette histoire, en contestant les fondements idéologiques de la colonisation, pour montrer que l'Afrique a une histoire, mais
dans ce processus, on va écrire une histoire plutôt belle, une histoire qui ne sera pas suffisamment, qui ne sera pas critique sur les sociétés africaines, mais va produire un récit, une narration qui valorise tout ce qui est réalisation sociale, culturelle de l'Afrique pour pouvoir supporter le mouvement de contestation de l'ordre colonial en donnant au mouvement des racines historiques qui lui indiquent le futur à construire. C'est dans ce contexte que naît l'historiographie, en tout cas du côté de l'Afrique Afrique de l'Ouest francophone. Dans le processus, on a à la fois ceux qui vont s'intéresser à la connexion avec l'Égypte, les grands empires, Songhai, Mali, Tekrour, Zimbabwe, ensuite les recherches archéologiques vont être très développées, mais également dans le même sillage, on a un intérêt marqué pour l'Atlantique. En particulier, si je prends l'école de Dakar, que je connais le mieux, la première thèse qui a été soutenue à Dakar, qui a été soutenue par un de ce qu'on pourrait appeler les pères de l'école de Dakar, il s'agit d'Abdoulaye Ly, qui a soutenu une thèse sur la Compagnie du Sénégal, qui était une compagnie de traite. En fait, ce faisant, il ouvre un axe très important qui est l'axe de l'explication des positions subalternes de l'Afrique dans l'organisation du monde. Les années qui vont suivre, on va voir se développer davantage cette historiographie qui interroge les rapports de l'Afrique à l'Atlantique et qui va être beaucoup plus dans les milieux universitaires, contrairement à la thèse défendue par Cheikh Anta Diop, qui nous connecte à l'Égypte. Pour ce qui est de l'école de Dakar, c'est la thèse d'Abdoulaye Ly qui va être beaucoup plus influente, par exemple, au niveau du département d'histoire. On aura une reprise de cette thématique de l'Atlantique, mais en l'interrogeant cette fois-ci à l'interne. On va étudier tous les États qui sont nés de la traite atlantique dans la région sénégambienne vont faire l'objet de monographies de leur évolution. Boubacar Bari sur le Waalo, on pourrait parler de Oumar Kane sur le Fouta, Mbaye Guèye dans le Cayor et le Bawol, on pourrait parler de Rokhaya Fall sur le Bawol, Mamadou Diouf sur le Cayor. Tous ces États nés, y compris le Jolof, et ils font ce travail en relation, en conversation avec les historiens européens, principalement français, mais aussi nord-américains, des États-Unis comme du Canada, qui s'intéressent à ces questions. Et ce dialogue va être très fécond et très productif, toujours avec parfois même des controverses très violentes. On se souvient du fameux débat entre Philippe Curtin, l'historien américain, et les historiens de l'école de Dakar autour de la signification de la traite et de son impact sur les sociétés africaines. La question démographique va faire l'objet de débats très vifs. Et c'est cette génération-là a apporté une contribution extrêmement importante à la compréhension de l'impact de la traite, la violence, les questions politiques, l'organisation du système étatique depuis l'éclatement du Jolof. Tout ça me semble extrêmement important comme facteur tournant et structure majeure de l'historiographie d'une région de l'Afrique
Bon, si on va en Afrique orientale, en Afrique australe, ce seront d'autres historiographies, Ibadan, Makerere, Dar es Salaam, d'autres historiographies vont s'y développer. Et pour ce qui est de la génération postérieure, toujours en dialogue, de nouvelles questions vont surgir puisque les programmes d'ajustement structurel vont passer par là, des ajustements structurels des années 70, avec l'apparition de nouveaux acteurs dans l'espace public. Les jeunes, les femmes, les marginaux, le développement des villes, des activités de plus en plus visibles comme le sport, qui vont bien sûr, ces acteurs vont demander, avant c'était l'État qui était demandeur d'histoire, c'est les grands acteurs, la réponse a été apportée, mais ces nouveaux acteurs qui entrent en scène, les détenus, les marginaux, tout ça n'avait pas été pris en compte par cette première période de notre historiographie. C'est pendant la période où ils s'affirment dans l'espace public, la société civile, les jeunes, les groupes de musique qui vont chercher aussi, qui vont interpeller l'écriture de l'histoire, les rébellions. On se rappelle la Casamance, le premier, je crois, historien sénégalais qui écrit sur ces questions. Ce n'est pas par hasard, c'est Ousseynou Faye, un Sérère qui a servi à Ziguinchor, les relations de parenté à plaisanterie entre Sérère et Diola. Comme j'ai l'habitude de lui dire, il a écrit avec un pistolet sur la tempe. Et cette interpellation de la dynamique des sociétés africaines va avoir un répondant dans l'historiographie qui s'ouvre de plus en plus avec l'histoire de l'Est africaine, les marginalités urbaines comme rurales, l'histoire de la criminalité, l'histoire du sexe, l'histoire de l'alcool, de la délinquance, l'histoire du banditisme, l'histoire des jeunes, l'histoire des villes, l'histoire de l'alimentation, histoire de la santé, parce que n'oublions pas que c'est la période aussi où se développent des épidémies, le VIH et tout plus récemment Ebola, et tout cela interpelle les historiens pour pouvoir voir quelles sont les continuités historiques en rapport avec ces événements qui occupent l'actualité. Cela modifie considérablement aussi bien l'écriture, le récit, la narration, que les méthodes avec des connexions beaucoup plus fortes avec d'autres disciplines comme l'anthropologie, la sociologie, la linguistique vont être de plus en plus en conversation avec les historiens. C'est, disons, un aspect majeur de transformation de l'historiographie plus récemment. Grande question, oui, on peut bien sûr, la question est tout à fait légitime et pertinente. Quelle périodisation pour quelle histoire africaine? Comme je l'ai dit au début de mon propos, l'écriture de l'histoire que j'ai appelée quelque part nationaliste, de l'histoire qui démarre au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, écrit une histoire comparable à l'histoire de l'Europe. Elle a la perspective de vouloir démontrer que tout ce qui a existé comme de positif et qui a servi à construire l'idéologie de la domination coloniale dans le champ historique, les historiens africains vont reprendre ce modèle pour écrire une histoire comparable, voire même démontrer l'antériorité. Cheikh Anta utilise le terme antériorité des civilisations nègres, l'antériorité, le lieu de l'apprentissage des sociétés européennes en Afrique, de ce qu'est même la civilisation. Donc, cette comparaison, cette permanente définition de soi-même en référence à l'autre, l'autre étant celui qui a dominé
et qui a colonisé va amener très souvent à l'adoption de la même périodisation qu'on trouve en Europe. Préhistoire, antiquité, histoire médiévale, histoire moderne et contemporaine. Et parfois même avec les mêmes coupures périodiques. Mais réinterroger les processus sociaux, politiques, culturels, économiques des sociétés africaines, bien sûr, nous amènerait nécessairement, en prenant en compte d'autres facteurs, les facteurs climatiques par exemple, les facteurs environnementaux, les facteurs démographiques, on trouverait probablement d'autres coupures. Par exemple, si je prends la période qui est dite médiévale, au Moyen-Âge en Europe, toujours mise en opposition avec la période moderne, avec les Lumières, le règne de la raison et autres, un Moyen-Âge décrit comme une période à la limite de stagnation et de régression, ce qui est largement aujourd'hui remis en cause, y compris par l'historiographie européenne, on va voir qu'en Afrique, c'est une autre perspective peut-être. Il y a là une période où fleurissent des civilisations brillantes autour de la boucle du Niger, les empires du Ghana, Songhai, Mali, qui sont en connexion à travers le Sahara avec l'Orient, qui commercent avec l'Orient. Si on prend du côté de l'océan Indien, c'est d'autres logiques au cœur de l'Afrique également. C'est d'autres éléments qu'il faudrait mettre en œuvre. Et cette réflexion n'est pas encore, à mon sens, suffisamment conduite pour qu'on retrouve une dynamique propre à l'Afrique, avec des facteurs qui permettent d'opérer un autre découpage, un découpage propre à l'Afrique, même si il y a une connexion à faire avec le reste du monde, parce que justement l'Afrique n'a jamais été coupée du reste du monde. Du reste, le peuplement du reste du monde s'opère à partir de l'Afrique, qui est le berceau de l'humanité. Donc il n'y a jamais eu de coupure, il y a eu des échanges avec l'extérieur, et cette connexion à l'extérieur, bien sûr, est à prendre en compte dans le découpage, la périodisation à faire, mais les dynamiques internes doivent être privilégiées pour qu'on ait une écriture qui prend le souffle de l'Afrique comme repère. Les universitaires ont pour mission de produire du savoir, de transmettre ce savoir. La question qui se pose, c'est quel savoir doivent-ils produire? Mais ils doivent produire tous les savoirs. Et tous les savoirs ont leur place à l'université. Mais il y a là quelque chose qui est spécifique peut-être à l'Afrique, c'est que les derniers siècles ont mis les sociétés africaines sur une position subalterne dans les affaires du monde. Et ça interpelle les universitaires de toutes les disciplines. Pour ce qui est de la discipline que je connais le mieux, qui est l'histoire, c'est pour moi de s'émanciper de l'écriture de l'histoire faite sous la dictée du regard de l'autre, surtout quand l'autre est le colonisateur ou ancien colonisateur, puisque pour moi, il est évident que l'histoire qui a été écrite au moment du combat pour la libération était appelée à écrire ce type d'histoire. Puisque dans la lutte pour la libération, l'Afrique fait face à l'autre en tant que dominateur. Donc nécessairement, les historiens doivent produire un discours, en tout cas doivent mener des recherches qui ont eu pour objectif, conscient ou inconscient, d'accompagner, d'appuyer ou d'être même à l'avant-garde de ce mouvement de lutte pour la libération. C'était une mission des universitaires et je pense qu'ils l'ont très bien accompli.
Mais pour moi, cette séquence s'achève en 1994. Pourquoi je dis 1994? Parce que c'est la libération de Mandela et son élection comme président de l'Afrique du Sud. Pour moi, ça clôt une période qui est la période des luttes de libération de l'Afrique. Et dans cette période de lutte, l'Afrique a fait face à l'autre comme colonisateur, comme dominateur, et parfois même sa mise en dépendance après l'accession à la souveraineté internationale. Lorsque cette période se clôt, la même année a eu lieu le génocide rwandais. Certes, il y a eu dans ce génocide des interventions extérieures, c'est vrai, qui ont une certaine connexion avec les dominations coloniales, qui ont une certaine connexion avec la période antérieure. Mais mon point de vue est que, à partir de la fin de l'apartheid, de la défaite de l'apartheid, à partir de la fin des empires coloniaux, dont le dernier, c'est l'empire portugais, qui a été vaincu par des guerres de libération en Angola, au Mozambique, au Cap-Vert et aux îles du Cap-Vert et en Guinée-Bissau. À partir de ce moment, s'engage la lutte pour la liberté. Mais les deux sont très fortement imbriqués. On trouvera des éléments de lutte de libération. Après, il n'y a pas une césure catégorique. Mais en tout cas, sur les tendances lourdes, il me semble que là, il y a une rupture. Et dans la lutte pour la liberté, on ne fait pas face à l'autre, on fait face à soi-même. En fait, ce qui distingue le libéré du libre, c'est que le libéré a toujours le maître dans sa tête. Le libre ne pense plus au maître. Il affronte les problèmes dans le contexte où il est en tant que sujet autonome qui ne se définit plus en référence à l'autre. Donc le temps est venu de ne plus écrire en pensant à en quoi sommes-nous comparables à qui que ce soit, en quoi sommes-nous meilleurs, en quoi avons-nous été premiers. Cette mission a été accomplie et très bien accomplie par les générations antérieures. Les générations actuelles doivent écrire une histoire qui se connecte au regard de soi à soi. Et cette histoire demande une autre approche de l'histoire qui est plus critique et orientée sur les sociétés africaines. Et là, la question qui se pose, je pourrais donner cela comme exemple. Nous avons beaucoup travaillé sur la traite des esclaves, en l'écrivant d'une certaine façon, c'est-à-dire en interrogeant son impact démographique, politique, économique, pendant la période où on travaillait sur les terroirs en Sénégambie, les États de la Sénégambie qui sont nés de la traite. Ça a été important à faire et ça a été fait et bien fait, par tout ce que j'ai nommé antérieurement. Aujourd'hui, si j'ai à aborder la même question et la même période, si je dois l'étudier, je peux l'approcher autrement. Comment l'approcher autrement? Et cela est en cours quand je regarde les travaux de quelqu'un comme Mamadou Fall. Je peux l'approcher autrement. En me posant la question suivante. Jusqu'aujourd'hui, des jeunes Africains continuent de prendre des pirogues, de traverser le Sahara, cette fois-ci non pas dans des bateaux négriers ou dans des caravanes négrières traversant le Sahara, mais par leur propre fait, leur propre... est-ce que initiative c'est le bon terme? En tout cas, en tant que sujet jeune, ils embarquent dans une aventure qui fait mourir des milliers d'Africains et les jeunes particulièrement, c'est la force vive des sociétés africaines dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée.
quelle est la configuration des forces sociopolitiques, économiques, culturelles qui expliquent ce mouvement? Je vais réinterroger la période de la traite atlantique à la lumière des questions qui sont posées à ces jeunes-là. Et à ce niveau, la question qui m'interpelle, c'est ce que j'ai entendu dire par un jeune Ivoirien, que si le poisson sort de l'eau pour mourir sur la berge, c'est qu'il fait très chaud sous l'eau. Et ça, c'est tout un programme pour les historiens, pour les sociologues, pour les psychologues et pour toutes les disciplines universitaires. Il me semble qu'on est dans un temps où on peut écrire une autre histoire sur la même période avec de nouvelles questions, des nouvelles questions qui nous sont posées par l'actualité et par nos sociétés. Oui, le fameux discours de Dakar, maintenant on peut dire même les discours de Dakar. Moi, le discours de Sarkozy à Dakar ne m'a pas surpris. Pourquoi? Mon point de départ a été celui-ci. C'est qu'avec la France, ou bien sur initiative française qui se décline après la traite des esclaves et après les ajustements structurels du 19e siècle, où on somme les Africains de s'adapter au nouveau contexte économique, né de l'abolition de la traite des esclaves et pas de l'abolition de l'esclavage. Encore une fois, il faut les distinguer. L'une survient en 1815, l'autre en 1848 pour la France, même si la Tunisie abolit avant la France, on l'oublie très souvent. En 1846, la Tunisie a aboli l'esclavage, la France le fait en 1848. La crise qui naît de cette période permet à l'Occident de construire les légitimités de la colonisation, de fonder idéologiquement, mais ça c'est un fondement idéologique. Le plus déterminant, je crois que c'était les intérêts géopolitiques et économiques ont été plus prégnants pour décider de la colonisation que les justificatifs qui ont été donnés par ces initiateurs. Cela continuait de mettre l'Afrique en dépendance par rapport à l'Europe sous la forme d'empires coloniaux concurrents, ou en tout cas coexistants, la britannique, la portugaise, la française. À partir de ce moment, la production de ce discours a produit une image de l'Afrique dans l'opinion française, qui a été nourrie pour des générations et des générations par des ouvrages scolaires enseignés dans les écoles. Nous formions avec la métropole, nous étions dans le même empire. Et au sein de l'empire circulent des hommes, des idées, des objets. Et le regard que les uns et les autres portent sur ces idées, ces objets et ces personnes en circulation, avec tous les échanges et tout le processus, toute la dynamique historique que charrie ce processus au sein de l'Empire, se sont formées des consciences dans les écoles, dans les armées, dans les expériences historiques de l'administration coloniale, des médias, qui formatent une opinion européenne à qui on donne une image de l'Afrique avec les expositions coloniales. Tout cela a permis de formater une opinion très largement partagée
par l'Europe pendant la période coloniale. Dans les années 60 du siècle dernier, du XXe siècle, se pose la question de la décolonisation. Mais l'Europe, en particulier les puissances coloniales, considèrent que c'est l'Afrique qu'il faut décoloniser. En oubliant que les métropoles étaient dans l'empire colonial et qu'il fallait également décoloniser les métropoles. Donc, la décolonisation a plus porté sur un acte politique qui était même de l'intérêt des puissances coloniales. Parce qu'il fallait désormais éviter, la guerre avait éclaté au Cameroun, l'Indochine était passée par là, l'Algérie éclate en 1954, et de plus en plus, les colonisés demandent à être traités sur un pied d'égalité avec les métropolitains. Droit de vote, syndicats, niveau de vie. Et l'Empire, ne pouvant pas satisfaire cette demande, a eu une politique de retraite qui était tout à son avantage parce que la métropole conservait tous ses avantages géostratégiques et économiques sans avoir à prendre en charge la satisfaction des revendications du mouvement social dans les colonies. C'est ça qui est à l'origine des indépendances des années 60, qui a été, disons, la lutte des colonisés, imposer la satisfaction de cette demande ou de trouver une stratégie de retraite tout en gardant les avantages de la métropole. C'est ça qu'on a appelé la décolonisation et qui a plus porté sur les colonies. Une fois l'indépendance acquise, la mise en œuvre progressivement de nouvelles politiques scolaires, la construction d'une nouvelle conscience dans les anciennes colonies devenues des États indépendants. Par contre, en métropole, l'image et l'opinion qu'on avait de l'Africain, c'est pour ainsi dire sclérosé. La métropole a gardé la même opinion, la même conscience généralement partagée. On n'a pas décolonisé les livres, on n'a pas décolonisé les manuels, on n'a pas décolonisé les médias métropolitains, on n'a pas décolonisé les consciences métropolitaines. Et la plupart des électeurs de Sarkozy ont été formatés dans cette opinion. Et c'est ce qu'ils pensent de l'Afrique. Donc Sarkozy, en fait, dans son discours de Dakar, ne s'adressait pas aux Africains. Il s'adressait à son électorat. Mais nous, Africains, nous sommes capables de nous adresser à nous-mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc son discours, certes, était choquant dans le contexte où ça s'est passé. Mais je dois dire qu'on devrait plus, à la limite même plutôt, le traiter avec... je n'aime pas trop le mot mépris, mais en tout cas, on aurait pu beaucoup plus l'ignorer. Et je crois que c'est un mois après, à la même place où s'est tenu Sarkozy pour tenir son discours, un historien américain qui est un spécialiste de l'Afrique, qui est donc en conversation avec les historiens africains depuis très longtemps, à la même tribune, recevait le titre de docteur honoris causa de l'Université de Dakar. Il a déclaré à cette cérémonie quelque chose qui était la réponse que j'ai trouvée la meilleure pour le discours de Sarkozy. Il a dit en substance, le discours de Sarkozy date du 19e siècle. C'est le discours d'un ignorant au XXe siècle, au XXIe siècle, c'est le discours d'un ignorant. Laissons les hommes
les universitaires, les intellectuels de la Sénégambie du 19e siècle lui répondre. Et parmi ces intellectuels, prenons un Ahmadou Bamba, qui certainement lui aurait dit « Sarkozy est un ignorant, laissons Dieu dans sa magnitude, il prendra le temps de le sortir de son ignorance. » Cet homme du 19e siècle certainement lui aurait donné cette réponse, puisqu'il parlait à une conscience du 19e siècle qui est restée en France et que la France a plus intérêt à sortir de cette conscience du 19e siècle qu'aux Africains à réagir peut-être même à ce discours. Puisque la maladie est du côté de la France, elle n'est pas du côté de l'Afrique. Puisque si vous voyez les jeunes Africains aujourd'hui affronter l'Atlantique ou la Méditerranée, dire que ces gens n'ont pas d'initiative ou n'ont pas de dynamique historique ou ne s'originent pas d'une longue dynamique historique, bien sûr, relève bien sûr de l'ignorance. Et que c'est plutôt de soins thérapeutiques, d'une thérapie qu'il a plus besoin. Et le plus grave, c'est que, à l'époque, j'avais dit que normalement, il devrait être traduit devant les tribunaux français, quand il dit que l'Afrique n'a pas d'histoire, que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, puisque dans les universités, dans beaucoup d'universités françaises, j'ai mes collègues qui y sont, la France consacre énormément d'argent, des budgets importants, à financer des chaires d'histoire de l'Afrique. Et que dire que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, c'est quand même faire offense à tous ces chercheurs, à tous ces budgets qui sont consacrés à l'histoire de l'Afrique par l'État français. Et si le chef de l'État français lui-même l'ignore, c'est qu'il est doublement ignorant. Mais comme je l'ai dit, il parle plus à son opinion et à ses électeurs qu'aux Africains. Donc à ses électeurs et à ses concitoyens de lui répondre ou de le soigner. J'ai été personnellement frappé par l'importance de l'identité, de la couleur de la peau dans la construction des identités. En particulier, quand il y a une rencontre de personnes d'origine ethnique différente. Il y a bien sûr la question du racisme, qui est une autre question qui se rattache à cela, mais qui n'est pas la totalité de l'affaire. Pour aller vite, je vous donnerai juste un exemple de ce qui m'a amené à ça. J'étais à la bibliothèque, aux archives de Nantes, les archives diplomatiques de Nantes. Un monsieur est venu s'approcher de moi et m'a dit « Monsieur, j'ai fait 30 ans en Afrique, j'aime bien l'Afrique, de quel pays venez-vous » Je lui ai dit « Je suis désolé, moi je suis suédois. » Alors là, il était un peu décontenancé. Il m'a dit « Ah oui, donc ce sont vos parents qui ont dû émigrer en Suède. » J'ai dit « Mes parents, c'est encore plus compliqué. Ils venaient de la Californie. » C'était juste pour lui attirer son attention sur le fait qu'il ne peut pas partir de la couleur de ma peau pour m'assigner une nationalité. Mais c'est très fréquent dans tous les pays du monde. Les gens vous assignent une identité ou une appartenance à partir simplement de votre phénotypie, de ce qu'ils voient et qui est juste une apparence, certainement. Puisque le métissage, si je prends l'Atlantique, est tellement puissant dans l'Atlantique que si vous alignez tous les humains de cette région,
Je ne sais pas où est-ce que vous allez mettre le curseur pour séparer les noirs et les blancs. Ça n'existe pas, personne ne peut le faire. Et c'est une très vieille histoire. Si on la connecte simplement à l'Atlantique, la couleur de la peau a été un instrument pour construire l'idéologie de la domination, qui est de dire, et principalement à l'opinion européenne, parce que en pleine philosophie des Lumières, d'affirmation de l'humanisme en Europe, la même Europe réduit en esclavage des milliers de personnes dans une violence quasiment sans précédent, après avoir organisé le génocide aux Indes occidentales, ou ce qui s'appelle aujourd'hui l'Amérique. Et comment justifier devant une opinion où règne la raison et l'humanisme dans un monde chrétien qui affirme l'amour de l'homme au centre de toutes ses préoccupations, comment leur faire comprendre la violence de la traite négrière, des millions de personnes déportées dans une violence extrême et soumises à l'esclavage dans les champs de canne à sucre, dans les mines et partout dans le dit Nouveau Monde. Comment justifier cela? Il a fallu une puissante machine idéologique pour faire accepter à l'opinion européenne. Et un des éléments de cette machine idéologique a été justement la couleur de la peau et surtout la construction de l'identité raciale. Si les Africains sont réduits à l'esclavage, c'est parce qu'ils sont noirs. Et que les noirs sont par nature des esclaves. Donc on expulse la relation qui s'établit, la relation historique qui s'établit en ce moment-là, on cherche à l'expulser de l'histoire pour en faire un phénomène naturel. À partir de là se construisent les identités fondées sur la couleur de la peau, au point qu'en Amérique, et c'est presque étonnant qu'aujourd'hui encore, la plupart, sans se poser aucune question, ça passe presque comme naturel, que tout le monde ait accepté l'identité telle que ça se définit en Amérique, selon des lois que tout le monde condamne comme lois racistes. C'est les lois Jim Crow, qui a produit l'hypodescendance, c'est-à-dire que l'être humain est défini selon la couleur de sa peau et est noir tout individu qui a une goutte de sang noir, le one drop, dans son sang. C'est une loi raciste, mais qui est aujourd'hui totalement acceptée. Et que nie cette loi nie le métissage. Il n'y a pas de métis. Vous êtes ou noir ou blanc. Alors que tous les gens qui le disent sont tous des métis. La chose qui existe le moins, c'est des noirs et des blancs. Ce qui existe le plus, c'est des métis. Je vais peut-être choquer certaines personnes parce que je me souviens, le jour de l'élection de Barack Obama m'a trouvé à Berlin. La voix de l'Allemagne m'a appelé pour me demander comment je vivais ce moment historique. Bien sûr, c'était un moment historique. Quand on regarde toute la construction historique, toutes les luttes qui ont été menées, c'était un moment historique. Mais j'ai voulu être provocateur. Je leur ai dit, mais qu'est-ce qui se passe qui nécessite que vous m'appeliez? Ils ont dit, mais c'est la première fois qu'un noir est élu président des États-Unis. J'ai dit, c'est un très bon Américain qui est élu. Et je suis convaincu que quand il passera ses 4 ans à la Maison-Blanche, vous découvrirez vraiment que c'est un très bon Américain. Et que peut-être la couleur de sa peau qui vous permet de le définir comme le premier président noir va peut-être jouer un rôle très faible dans sa politique. Et je pense que c'est le cas de Barack Obama. Et on l'a défini bien sûr comme un noir selon les catégories généralement partagées presque par toute l'humanité. Mais cette définition, je le rappelle encore une fois, vient d'une loi raciste. C'est les lois Jim Crow. Je crois que
La mère d'Obama est définie comme une blanche, son père est défini comme un noir. Ce sont aussi des définitions qui sont certainement contestables, mais là, on nie qu'Obama est un métis, ce qu'il est bon de rappeler aux humains. C'est ça qui m'a amené progressivement à penser, à faire un projet de recherche sur l'identité de couleur et de voir comment ça a été construit sur la longue durée, comment est-ce que ça a été repris et réapproprié sous des formes assez diverses, allant de la négritude, les mouvements pan-noir, pan-nègre, tout ça, il était nécessaire d'en refaire l'historique, de procéder à sa déconstruction pour pouvoir, disons, éclairer ce pan extrêmement important de l'histoire de l'humanité et pouvoir dire que cette naturalisation des rapports humains, cette naturalisation des processus historiques est une posture des dominants et que même en se le réappropriant, il sera nécessaire à un moment ou à un autre d'en sortir pour retrouver l'expérience historique qui nous rend notre dignité humaine. Il est de l'intérêt de l'Afrique comme de l'Europe d'envisager des relations dans tous les domaines toujours plus égalitaires. Pourquoi je le dis? Jusqu'ici, chaque fois que l'Europe a été en crise, l'Afrique a été une partie de la solution. Mais l'Afrique comme solution au problème de l'Europe, c'est toujours fait au désavantage et toujours de façon dramatique pour l'Afrique. Un tel processus deviendra de plus en plus difficile du fait de la globalisation. Déjà, avec l'émergence de l'Atlantique comme forme de globalisation, déjà pendant la période 15e, 19e siècle, ça a eu des impacts négatifs sur des segments des sociétés européennes. Même si ce n'est pas l'ensemble des sociétés européennes, certains segments en ont souffert. Je pense par exemple aux 36 mois, ce qu'on appelait les 36 mois. Mais c'était les premiers esclaves qui ont été amenés en Amérique qui étaient des Européens, quand les Indiens ont été massacrés. Tous les marginaux et délinquants européens, on leur payait le billet, ils allaient en Amérique pour travailler comme des esclaves et au bout de 36 mois, ils étaient libérés. C'est pourquoi on les appelait les 36 mois. On les appelle en anglais les indentured. Et même, il y a eu des connexions qui se sont faites avec les premiers esclaves captifs africains qui sont arrivés sur le sol européen, parce que là, justement, ils ont tout de suite compris leur sort commun qui les rapprochait plus que de la différence de couleur de peau sur laquelle s'appuyaient les dominants qui les avaient réduits dans cet état. Mais tout de suite, les maîtres ont travaillé à renforcer cette différence de couleur de peau, cette approche raciale pour briser cette solidarité des opprimés. Au point que même la notion de noir, il faudrait toujours l'interroger dans sa dynamique historique et non pas dans son essence. Je veux dire par là
qu'il peut arriver des Européens qui se réclament d'être des nègres, des Blancs qui peuvent se réclamer d'être des nègres, puisque les Européens peuvent être de toutes les couleurs. Mais des Blancs peuvent se réclamer d'être des nègres. Et ça me rappelle une anecdote chez Césaire, où il se promène, je crois, dans une ville canadienne, passe devant des ouvriers en colère qui protestent et qui ont écrit sur leur pancarte « Nous sommes des nègres blancs ». Et Césaire commente cette situation en disant que c'est les seuls à avoir vraiment compris ce qu'est la négritude. Donc, les relations entre l'Europe et l'Afrique ont été toujours à l'avantage de l'Europe et souvent pour sortir l'Europe de grandes crises, mais au désavantage dramatique de l'Afrique. Je disais que cela ne peut plus se poursuivre, se continuer, puisque le monde a complètement changé de base. Et la menace qui pèse sur l'Europe et sur l'Afrique dans cette relation appelle une réaction totalement différente, c'est-à-dire une transformation radicale de l'approche de ces questions. Et je vais vous dire pourquoi je dis cela. Vous prenez un pays comme le Niger. L'une de ses ressources les plus importantes et convoitées par beaucoup de pays, c'est l'uranium. On connaît les relations entre l'entreprise française Areva et l'exploitation de l'uranium du Niger. Je crois que l'essentiel de l'énergie en France vient du nucléaire, en tout cas une bonne partie, et est alimentée par cet uranium. Comment la France peut-elle continuer à être très largement éclairée, fournie en énergie par l'uranium du Niger, et au Niger, on continue d'utiliser la bouse de vache comme source d'énergie? Oui, il y a des retombées pour le Niger. Sur la longue durée, on peut dire que cet uranium est payé par la France. Les élites nigériennes ont pu utiliser dans les périodes de parti unique en particulier et de fermeture de l'espace public ou de faiblesse des sociétés civiles, utiliser ces ressources pour les réinvestir dans les sociétés européennes sous forme, peut-être sous une forme immobilière. Tout cela s'est opéré au détriment peut-être de la jeunesse nigérienne qui aurait pu bénéficier en infrastructures sanitaires, scolaires, universitaires, si les retombées de l'exploitation de l'uranium étaient équitablement partagées entre les deux sociétés, ce qui est au bénéfice des deux sociétés. En ne le faisant pas, à quoi on s'expose? En n'investissant pas dans l'éducation, dans la santé, dans le bien-être social de la jeunesse nigérienne qui vit tout cela avec les smartphones, avec les télévisions, qui vivent au rythme du monde et sont dans le temps du monde, je pense que par là, on peut contribuer à alimenter ce qui se noie dans l'Atlantique ou dans la Méditerranée, mais aussi on peut alimenter la radicalisation des jeunesses qui rejoignent les rangs de Al-Qaïda ou de l'État islamique. Les réfugiés qui résultent de cette configuration des rapports entre l'Afrique et l'Europe, j'ai pris juste l'exemple du Niger et on pourrait prendre plusieurs autres exemples. On a eu le procès Elf au Congo. Ces jeunes peuvent se retrouver comme réfugiés dans les pays européens. Qu'est-ce qui en résulte? Une montée de l'extrême droite.
Ça, on en a déjà eu l'expérience dans les années 30 en Europe. La montée de l'extrême droite, ça n'a pas été agréable pour l'Europe. Donc, il n'est pas de l'intérêt de l'Europe de continuer une telle politique qui alimente les migrants qui arrivent aussi massivement. On aurait pu prendre la Syrie, l'Irak ou tout autre pays qui arrive massivement en Europe du fait des relations déséquilibrées entre l'Europe et l'Afrique et qui alimente le racisme, la xénophobie en Europe et donc fait monter les extrêmes droits un peu partout en Europe. Dans un contexte aussi de crise, ce n'est pas le seul facteur qui fait monter l'extrême droite, mais ça participe à l'alimenter. Ou même le radicalisme qui est alimenté aussi en partie par ces relations-là. Donc, il n'est ni de l'intérêt de l'Afrique, ni de l'intérêt de l'Europe de continuer dans cette voie. Donc, il est de l'intérêt des deux continents, dans le contexte de mondialisation, d'ouverture de l'espace public, de diffusion de l'information, des nouvelles technologies qui permettent de faire que le centre du monde se trouve partout. Des jeunes qui communiquent entre eux sur les réseaux sociaux, avec une société civile mondialisée, globalisée, on utilisera le terme qu'on voudra. Il me semble qu'il est important de repenser une redistribution des richesses à l'échelle mondiale, puisqu'il n'est pas de l'intérêt d'aucune des parties qu'on continue dans la voie suicidaire dans laquelle on va. Puisque la seule forme de lutte, la forme de lutte la plus efficace contre le radicalisme, ce ne sont pas les bombes, ce ne sont pas les armes. Aussi bien pour Boko Haram que pour partout ailleurs, l'antidote, je pense, le plus puissant, c'est l'investissement dans l'éducation et dans le bien-être social des populations. Tant que ce rapport de concentration des richesses à des pôles de plus en plus restreintes se poursuivra, la menace pèsera sur tout le monde et nul n'est à l'abri, nulle part aujourd'hui sur cette terre. Donc il faut rebattre les cartes nécessairement. D'autant que les puissances montantes dont vous avez parlé, la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, proposent des alternatives qui ont leurs limites, mais qui ont également leur portée en questionnant justement ces rapports inégalitaires, ces rapports de mise en subalternité des sociétés qui ont subi une très longue domination. Et donc, dans le contexte qui est le nôtre, je pense qu'il est grand temps qu'on se secoue un peu la tête et qu'on regarde où sont les intérêts des uns et des autres. Je pense que dans une redistribution un peu plus égalitaire des ressources, en investissant dans le bien-être social des populations et en investissant dans l'éducation, la formation et la culture, que les Nigériens accèdent à plus d'énergie ne ferait de mal à personne. Oui, là aussi, on peut dire que dans les luttes des sociétés pour sortir des tendances, disons, vers moins d'humanisme, rien n'est définitivement gagné. Puisque après toutes les luttes des mouvements civiques aux États-Unis, tous les sacrifices qui ont été consentis, dans une société qui dispose de ressources aussi importantes, pas seulement les ressources économiques, mais surtout les ressources culturelles, les ressources de l'information. Après la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud, la chute du mur de Berlin, l'humanité était en droit de s'attendre à tout, sauf à la résurgence de mouvements tels que Black Lives Matter. Mais comme je l'ai dit, dans les luttes sociales, rien n'est gagné
définitivement et de façon irréversible. On doit toujours rester en alerte. La sentinelle ne doit pas baisser la garde. Et je pense que, comme je l'ai dit, pour l'Europe, il en est de même pour l'Amérique. Il est de l'intérêt de l'intégration des communautés. Peut-être, bon, je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Amérique, mais je pense qu'une relecture de l'origine des identités fondées sur la couleur, ce que j'appelle les identités chromatiques, leur déconstruction certainement aiderait à contenir les tendances d'extrême droite, voire même fascistes, qu'on note de plus en plus, en particulier dans ces élections à venir aux États-Unis, que l'antisémitisme, le racisme, la violence qui surgit dans tous ces secteurs nécessite peut-être, je ne dirais même pas peut-être, nécessite certainement et même absolument une déconstruction sur la longue durée de toutes ces constructions fondées sur le racisme, mais qui alimentent une situation concrète de faiblesse de la redistribution des richesses générées dans les pays pour pouvoir incorporer le maximum de personnes possibles dans ce qu'on pourrait appeler, disons, l'accès aux ressources pour l'éducation, la santé, le mieux-être, dans une période de reprise économique. Je pense que cela pourrait éventuellement aider à réduire l'influence des idées extrémistes qui sont alimentées par la radicalisation de segments exclus, très souvent des exclus sociaux économiques, et cela serait à l'avantage, cela serait important dans la construction d'un nouvel humanisme qu'appelle la globalisation et la circulation des idées des personnes favorisées par les nouvelles technologies. Tout cela devrait nous amener à repenser un nouvel humanisme qui pourrait en tout cas faire face aux dangers qui pèsent aujourd'hui sous des formes multiples et variées, radicalisme, racisme et exclusion, qui s'auto-alimentent les uns les autres. Pour sortir, disons, de cette impasse, nous avons besoin d'un nouvel humanisme. Et ce nouvel humanisme se construira certainement dans la culture. L'investissement du champ culturel, je pense, aiderait certainement l'humanité à se reconstruire sous de meilleurs auspices que la violence dans laquelle nous habitue de plus en plus, voire même nous anesthésie les médias presque au quotidien. Ewe mlezi mbawa Mbache unagona ketosha holo Wisonga juwa ujizire Nawe nanda
Tirie mama ye di toe korini